Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Jean-Paul de m'avoir invité et des mots très élogieux qu'il vient d'avoir à mon égard. Je ne suis pas sûr qu'ils soient totalement mérités, mais enfin, je vais essayer effectivement de vous faire part, disons, de mon point de vue sur le rôle de la fonction financière dans le développement des entreprises de biotechnologie, en particulier les entreprises de biotechnologie à fort potentiel, et de m'orienter avant tout sur les premières années de ces entreprises. L'ambition de toute entreprise de biotechnologie, dont les activités donc sont basées sur les connaissances de la biologie humaine, est de découvrir, de développer et de mettre à disposition du corps médical des nouvelles thérapies destinées à améliorer le bien-être des patients. C'est à la fois un objectif socialement important, mais c'est également un objectif qui joue un rôle considérable dans l'économie. Cet objectif ne peut être réalisé sans une fonction financière performante. Et je voudrais, disons, couvrir au cours des minutes qui me sont allouées 3 aspects de cette problématique. D'une part, pourquoi en fait avons-nous besoin au sein des sociétés, des entreprises de biotechnologie? Pourquoi avons-nous besoin d'une fonction financière? Après tout, il s'agit de sciences et de médecine. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement développer les produits et avec les résultats que nous avons, les fonds devraient affluer presque naturellement? Ce n'est pas le cas. Donc ensuite, couvrir le point, quelles sont les principales responsabilités de la fonction financière au sein de ces entreprises, et terminer en examinant en un peu plus de détail quelques thèmes particuliers. Pourquoi avons-nous une fonction financière importante? C'est parce que les projets auxquels s'attellent ces entreprises requièrent des fonds considérables et requièrent des compétences multiples. C'est un des éléments. Le second élément, c'est que ces projets se déroulent sur des périodes très écoulées, qui dépassent en fait souvent les 5 à 7 ans de partenariat avec les capital risqueurs, un horizon très lointain jusqu'au moment où les projets obtiennent un retour sur investissement, c'est-à-dire où les projets génèrent des cash flows positifs. Et ces projets, comme vous avez certainement pu l'entendre au cours des cours du professeur Clausel, des projets qui présentent des risques considérables. Les projets comportent des horizons lointains. Parce que si l'on prend le déroulement du développement d'un médicament, d'une nouvelle thérapie basée sur la découverte ou l'explication d'un phénomène biologique, on voit les différentes phases là qui sont classiques, donc la découverte, le préclinique, 3 phases cliniques, et l'enregistrement et le lancement d'un projet. On voit déjà chaque phase comporte une ou plusieurs années, mais si l'on ajoute toutes ces années, on arrive déjà disons que là, il s'agit d'un projet un peu hypothétique, mais rien que pour arriver au premier revenu, on arrive à 11 ans, ça veut dire que pour arriver au premier profit, on sera peut-être autour de 13 ans, et pour avoir un profit cumulé qui couvre l'investissement qui a été réalisé, on arrivera peut-être à 15 ans. Donc, effectivement, des durées de vie très importantes qui nécessitent aussi des financements très importants. Parce que si l'on envisage là le coût de chacune de ces phases, ça c'est des chiffres un peu, disons, ils ne sont pas trop généreux, mais quand même ils vous donnent un ordre de grandeur, surtout si on les cumule. Parce que là on arrive, vous voyez, jusqu'au lancement à plus de 300 millions d'euros d'investissement.
Et en fait, comme il s'agit de projets risqués, une entreprise qui veut s'engager dans ce domaine a intérêt à avoir plus d'un projet. Donc, si l'on prend simplement 2 projets, voilà le genre de chiffres auxquels on est confronté lorsque l'on envisage de développer une entreprise dans ce domaine, entreprise, disons, dont le but est d'amener un produit ou plusieurs produits sur le marché par ses propres moyens. Alors, ceci veut dire qu'il est impossible de trouver dès le départ cet ordre de grandeur de financement. On va donc avoir à financer des opérations successives. Si l'on regarde le tableau ici, on arrivera peut-être à un premier financement qui va couvrir les phases de développement et de préclinique, donc de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros, pour ensuite, pour autant que le projet obtienne les objectifs qu'on s'était fixés, devoir considérer une seconde ronde de financement, peut-être de l'ordre de 50 à 70 millions d'euros, et puis ensuite une troisième phase de financement, soit privé, soit l'entrée en bourse. Donc, nécessité de tours de table successifs. Également, autre nécessité, le besoin de partenaires industriels pour, d'une part, réduire le risque, partager les coûts, mais également crédibiliser l'entreprise par rapport aux milieux financiers et aux apporteurs de fonds successifs qui doivent participer aux rondes de financement successives. Ceci a pour conséquence que les premiers clients de l'entreprise ne sont pas les médecins, du point de vue chronologique, les premiers clients de l'entreprise ne sont pas les milieux médicaux et les milieux et les organes d'enregistrement, mais les premiers clients sont les milieux financiers et industriels. Ces milieux financiers et industriels ont besoin d'informations financières. C'est-à-dire que même en phase de démarrage, la survie et le succès de l'entreprise dépendent, bien entendu, de succès scientifiques et médicaux ou précliniques, mais également de la production d'informations financières de qualité. J'essaierai dans la suite de cette présentation de définir ce qui constitue les informations financières de qualité. Donc la fonction financière de l'entreprise, si elle n'est pas le pilote de l'avion, elle est un peu comme le mécanicien navigateur, c'est-à-dire qu'elle doit d'une part vérifier que les réservoirs sont suffisamment pleins pour continuer de financer le voyage, mais également de savoir que les compteurs et le tableau de bord que l'on regarde sont effectivement des instruments fiables et qu'ils n'indiquent pas et qu'ils fonctionnent de manière cohérente et exacte. Voilà, donc j'en viens à la deuxième partie de cette présentation pour essayer de vous décrire quelles sont les principales responsabilités de la fonction financière au sein de l'entreprise en développement. Comme Jean-Paul Clausel l'a indiqué tout à l'heure, il s'agit d'avoir une rigueur en place, et au sein de Actelion, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir l'innovativité d'une jeune entreprise tout en ayant la discipline dès le départ d'une entreprise disons établie et existant depuis longtemps, c'est-à-dire d'avoir en place un contrôle de gestion tout à fait efficace. Mais la fonction financière a également pour objectif, évidemment, de trouver des fonds, de gérer les fonds qui sont obtenus avant leur utilisation dans les projets, donc de s'occuper de la trésorerie, de communiquer et d'informer les investisseurs, mais également une fonction peut-être plus terre-à-terre, mais qui est nécessaire également à l'intérieur de l'entreprise, de s'occuper de l'administration. Alors, en quoi consiste le contrôle de gestion ? Les objectifs sont doubles. D'une part,
il ne faut pas oublier que même si les clients importants de l'entreprise en termes d'information sont les milieux financiers et industriels au départ, en tout cas en ce qui concerne l'information financière, le premier client, le premier utilisateur de l'information, c'est l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que l'entreprise doit savoir ce qui se passe à l'intérieur de son économie. Donc il s'agit en fait d'examiner le bloc de coûts qui est engendré à l'intérieur de l'entreprise selon trois types d'approches. D'une part, selon la nature des coûts, c'est-à-dire les coûts engendrés, le personnel, le matériel, les services, etc. Donc, à l'intérieur des coûts de personnel, les salaires, les charges sociales, etc. D'autre part, le même bloc de coûts doit être examiné également en ce qui concerne les fonctions auxquelles ces coûts sont utilisés, recherche, développement, administration, sont les productions plus tard, sont typiquement les répartitions que l'on envisage. Et en troisième lieu, il s'agit également de savoir à quel projet sont utilisées ces ressources. Ces examens prennent la forme de rapports. Ces rapports sont les rapports typiques de la gestion d'entreprise, les comptes d'exploitation, bilan, flux de fonds. Un des rapports les plus importants au sujet de l'entreprise, disons, dans les premières années de son existence, sont le rapport de situation de cash, et en particulier le calcul du cash out date, parce que l'entreprise, en début de fonctionnement, utilise du cash, elle a des moyens limités, et il s'agit de calculer de manière très constante et serrée à quel moment est-ce que le cash qui est là va ne plus être suffisant, et de prévoir donc les rondes de financement subséquentes. Cette information doit être générée avec une qualité suffisante. Et en particulier, l'importance est la fréquence. Là, on a une fréquence mensuelle, mais on doit couvrir le mois en cours, les trimestres, l'année en cours, et également de savoir ce qui s'est passé depuis le début de l'entreprise, donc de cumuler sur différentes années. À nouveau, selon les trois dimensions dont on a parlé précédemment. Il est important aussi que cette information soit générée avec un délai court. D'avoir une information exacte 3 mois après les événements est absolument inutile. Il est très important, et d'ailleurs c'est un des critères selon lequel est, disons, juger une entreprise, c'est la possibilité de générer ces informations avec un délai court. Ce qui présente et prouve, disons, le fait que, en son sein, elle a mis en place des systèmes qui permettent de produire ces informations rapidement. Il s'agit de produire ces informations selon des normes établies et pas selon la propre inventivité des membres du staff. Ces normes sont des normes souvent compliquées qui sont édictées par expérience, puisqu'il s'agit de conventions comptables souvent, et qu'il est nécessaire de connaître et qu'il est nécessaire d'intégrer dans la manière dont les chiffres sont présentés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chiffres ne sont pas simplement présentés par l'entreprise elle-même, mais sont révisés par des experts extérieurs qui certifient en fait que les chiffres présentés correspondent aux normes en vigueur. Ces chiffres doivent donner une vision de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne doit pas présenter un niveau de détail tel que personne ne s'y retrouve. Elles doivent permettre les comparaisons avec les budgets et les plans qui permettent donc aux investisseurs présents et aux investisseurs
que l'on sollicite pour les rondes subséquentes, de se faire une idée très claire de la manière dont l'entreprise est gérée. Le deuxième élément de responsabilité après le contrôle de gestion, c'est le financement et la gestion de la trésorerie. La direction financière est responsable au sein de l'entreprise d'obtenir les moyens nécessaires à la poursuite et à l'aboutissement des projets, et ceci pas à n'importe quel prix, mais aux meilleures conditions possibles pour l'entreprise elle-même et pour les entrepreneurs. Il est clair qu'à ce niveau-là, il y a une certaine, il y a un certain conflit d'intérêts entre les investisseurs d'une part, qui évidemment essayent d'obtenir le meilleur rendement possible, et d'autre part les entrepreneurs qui essayent de garder une part la plus importante possible de l'entreprise qu'ils ont mis sur pied. Et là, il s'agit de trouver les optimums. Il s'agit donc d'attirer et de convaincre les investisseurs et de trouver donc d'une part des fonds propres, mais également d'envisager la possibilité d'obtenir d'autres types d'investissements tels que le prêt-bail, tels que même le financement bancaire, mais dans le domaine de l'entreprise, disons, jeune, on a souvent peut-être un peu l'illusion au départ que les banques vont prêter de l'argent, et en fait c'est pas le cas, c'est pas leur métier, elles interviennent bien plus tard sous forme de prêts et de crédits. L'obtention des moyens doit couvrir un nombre assez varié de paramètres. Il s'agit de déterminer le montant des financements à obtenir. Je vous rappelle sur le tableau les différentes étapes. Il faut qu'un financement permette d'obtenir ce qu'on appelle dans le jargon des milestones, c'est-à-dire d'obtenir suffisamment de moyens pour arriver à la prochaine étape qui permet une valorisation croissante afin de, disons, justifier une augmentation de prix de l'action au niveau de la prochaine ronde de financement. Il s'agit de déterminer également sous quelles conditions les fonds sont libérés, parce que ce qu'on obtient souvent, c'est un commitment, c'est-à-dire un engagement de la part des investisseurs de libérer les fonds, mais ce sont souvent des engagements conditionnels, c'est-à-dire que l'engagement de principe est là, on va mettre à disposition 30 millions d'euros, 50 millions d'euros, mais par étapes, et il faut déterminer de manière très précise au sein effectivement du contrat d'investissement tel que on a parlé de Nuliquin, les conditions de libération des fonds, et d'autre part, comme il a été également signalé, quels sont les droits et les protections des différents acteurs en cours, aussi bien les investisseurs précédents, les nouveaux investisseurs, les entrepreneurs et les employés. Ces droits et protections doivent aussi bien concerner le présent tour de table, mais également prévoir ce qui va se passer en cas de financement. Là, j'ai mis au singulier, mais en fait, il peut s'agir de financement au pluriel ultérieur. Que va-t-il se passer en cas de sortie de bourse, en cas de vente, en cas de cession, et comment est-ce qu'on intéresse les collaborateurs? Parce que une entreprise ne va fonctionner, ne va croître que si elle est capable d'attirer les collaborateurs. Donc on doit aussi prévoir les collaborateurs futurs, comment les intéresser au succès de l'entreprise. Ils prennent un risque, comment les intéresser au niveau du succès. Donc, effet sur les opérations subséquentes est très important. Donc, si l'on est trop agressif au niveau de la valorisation de l'opération en cours, ça va rendre plus difficile une opération subséquente. Donc, il est absolument indispensable, au cours de ces opérations qui sont complexes, d'arriver à un optimum et non pas de viser un maximum. La troisième fonction importante de la fonction financière consiste à informer aussi bien les investisseurs actuels par les rapports dont j'ai parlé,
mais également à tenir les milieux financiers, potentiels, futurs, à les intéresser à l'entreprise. Et ceci, du point de vue pratique, comporte des formes multiples. Il s'agira de participer à des séminaires, des symposiums organisés par les banques, à aller rendre visite à des investisseurs dont on sait qu'ils pourraient être intéressés dans l'avenir. Et en fait, à ce niveau-là, le responsable financier de l'entreprise se transforme en vendeur. Il doit aller vendre l'entreprise. Il la vend pas au sens pratique en cédant les actions, mais il doit la vendre pour intéresser les investisseurs à venir. Il a également une responsabilité dans le domaine administratif. Donc ce ne sont pas des tâches où on se pousse au portillon pour les accomplir, mais il s'agit quand même de responsabilités qui doivent être couvertes. Par exemple, dans le domaine de la fiscalité, les assurances, etc. Au départ, le directeur financier porte une multitude de chapeaux qui, petit à petit, vont lui être enlevés ou qu'il peut partager avec ses collègues. Je voudrais dire un mot au sujet de la fiscalité, parce que souvent on y attache beaucoup d'importance. On dit mais les entreprises cherchent à avoir des cadeaux fiscaux, il y a des règles qui intéressent, qui suscitent l'innovation. Il faut voir que dans le domaine de la biotechnologie, un allègement fiscal est un peu illusoire, dans la mesure où souvent la profitabilité est très lointaine. Les règles souvent en tiennent très peu compte. On va donner un allègement fiscal de 5 ans, une exonération d'impôt même de 5 ans, c'est souvent le cas, mais au bout de 5 ans, l'entreprise extrêmement rarement fait du profit. Donc cet allègement ne vaut pas grand-chose. Donc il faut en fait, du point de vue de la fiscalité, que l'entreprise mette sur pied des structures qui permettent que la génération des droits de propriété intellectuelle se produisent dans des juridictions ou sous une forme qui produisent des effets fiscaux optimaux. Je dis bien optimaux et pas maximaux. Il ne s'agit pas de s'installer dans un paradis fiscal et de rendre ensuite impossibles les opérations de la société, mais quand même de planifier les choses pour un minimum. Pour terminer cette présentation, je voudrais parler de deux choses particulières. D'une part, l'intéressement du personnel, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, dans le rôle d'une société, d'une entreprise qui démarre, est très très important. Et d'autre part, de la mise en bourse. Le personnel d'une entreprise qui joint une entreprise qui démarre, il prend le même pari que les investisseurs. Il prend les mêmes risques, mais il est clair que s'il est par exemple dans une entreprise bien établie, il doit donc décider de quitter une situation établie pour se joindre à une aventure qui est quand même risquée tant du point de vue scientifique et médical, mais également, comme on l'a vu, du point de vue financier. Donc, les chances qu'elles aboutissent, comme on l'a entendu tout à l'heure de Denis Luquin, elles ne sont pas de 100%. Donc, les compétences et la motivation de ce personnel sont clés. Donc, l'intéressement est également indispensable. Les entreprises qui ont eu du succès ont toutes, à ma connaissance, eu pour philosophie que l'ensemble du personnel qui se joignait à ces entreprises, en tout cas dans les 10 premières années, était intéressé au succès de l'entreprise et au capital de l'entreprise par des
participation sous la forme en fait de stock option, parce que c'est le mécanisme, disons, qui se prête le mieux à cette situation. Dans ce cadre, il s'agit de savoir quelle est la part de l'entreprise qui est réservée aux collaborateurs, par quel mécanisme est-ce que ces collaborateurs acquièrent cette participation, mais également à traiter les aspects fiscaux, parce que s'il s'agit de doter les collaborateurs avec du capital d'entreprise, mais que ceci entraîne un coût fiscal pour ces collaborateurs qui est supérieur à l'avantage qu'ils pourraient en retirer, ce qui peut être le cas si les choses ne sont pas traitées correctement, et ça détruit totalement l'aspect attractif du système. Et il faut être vigilant au fait que l'attractivité de ces systèmes évolue dans le temps, et que la perspective et la perception, même par les employés, diffèrent au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. En ce qui concerne la mise en bourse, du point de vue de l'entreprise, il s'agit avant tout d'une opération de financement. Pour les investisseurs en capital risque, il s'agit souvent du début de la sortie ou de l'opération qui va petit à petit rendre possible la sortie. D'ailleurs, lorsqu'on est dans ces situations, on entend à la fois on va sortir en bourse et on va mettre en bourse et on va entrer en bourse. Donc il s'agit en fait pour l'entreprise, il ne faut pas l'oublier, d'une opération de financement qui est nécessaire lorsque les financements, disons de type privé, ne sont plus possibles. À cet égard, il s'agira donc de mettre entre 20 et 40% du capital sur le marché public, c'est-à-dire d'intéresser des investisseurs publics. Il s'agit très souvent au départ d'investisseurs de type institutionnel, mais les documentations qui doivent être produites à cet égard sont destinées à protéger la veuve et l'orphelin de tout risque, c'est-à-dire qu'elle va donner une radiographie complète de la situation de l'entreprise. Pour assurer une mise en bourse et un déroulement régulier des opérations, il s'agit aussi de déterminer au départ une période pendant laquelle les 80 à 60% du capital qui ne sont pas qui ne participent pas à l'opération de financement, qu'est-ce qui se passe avec ces capitaux-là, et donc de déterminer pour quelle période ils vont être bloqués, et d'autre part, que va-t-il se passer à la fin de cette période. C'est souvent un objet de débat relativement tendu entre les différents acteurs du système. Voilà. Ces deux points juste pour illustrer quelques aspects de la vie, disons, du directeur financier d'une entreprise de biotech. Pour conclure, je voudrais simplement dire qu'évidemment la fonction financière dans une entreprise de biotech n'est pas la plus importante. Elle n'est certainement pas une condition suffisante pour le succès de l'entreprise. Elle en est néanmoins, en termes d'operations research, une condition absolument nécessaire à son succès. Voilà. Je vous remercie de votre attention.